Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Le voleur de bicyclette, le guépard, les monstres, cinéma paradiso, la vie est belle, romanzo criminal, la chambre du fils. Le cinéma italien est multiple, talentueux, vigoureux et hurlant. Et le supplément magazine d'Europe 1 matin va vous donner envie, je l'espère, de le découvrir ou de le revoir grâce à nos invités. Jean Gilly, bonjour. Bonjour. Vous publiez alors ce superbe ouvrage, un beau livre, comme on dit à l'époque de Noël, aux éditions de La Martinière. Ça s'appelle tout simplement Le cinéma italien. Préface, excusez du peu, d'Ettore Scola, le grand réalisateur. Avec nous également Xavier Le Herpeur. Bonjour Xavier. Bonjour Bruce. Vous êtes journaliste cinéma, notamment à Canal+, à la matinale de Canal+, mais aussi à Studio Ciné Live, voilà. Un peu au Nouvel Obs. Voilà, je suis multi-usage, comme on dit. On va se replonger dans l'univers du cinéma italien, de Fellini à Nanni Moretti, de Monica Vitti à Monica Bellucci. On va dire plein de mots en i jusqu'à 9h30 sur Europe 1. Il n'y a rien de mieux que faire du cinéma. Regardez, on est là. On a des ennemis, hein? Je ne voudrais pas dire qui, mais en somme, on est encerclé, attaqué par tous les côtés. Mais nous, on est là, les derniers romantiques, on résiste. Vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Là, je suis sérieux. Il y a des guerres, des gens qui s'insultent, qui s'attaquent, l'enfer. Nous, dans un studio, on est là, comme une forteresse. On continue à raconter n'importe quoi, protéger. Et nous, on est là. Ah, des contes de thé. Alors vous qui nous écoutez ce matin sur Europe 1, j'espère que vous avez reconnu cette voix, celle de Marcello Mastroianni. On était en 1993, il présidait la cérémonie des Césars et il avait fait un discours magnifique devant tout le cinéma français bien sûr. En français dans le texte, et évidemment il avait dit tout son amour du cinéma. J'ai voulu commencer par Mastroianni parce que Jean Gilly, au fond, pour beaucoup de Français, le cinéma italien, c'est d'abord Mastroianni. Voilà, c'est quelqu'un qui a symbolisé le cinéma italien. Oui, je crois que les acteurs, une des raisons certainement du succès public du cinéma italien, ce sont les acteurs. Mastroianni, il traverse le cinéma italien des années 50 jusqu'à sa disparition. Il est évidemment l'alter ego de Fellini ou de Scola, mais on le voit aussi chez Germi, chez Ferreri, chez Monicelli, chez Risi. Enfin, il a traversé vraiment de part en part tout le cinéma italien. Et puis il a eu la bonne idée de vivre avec Catherine Deneuve, d'avoir un enfant avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on se souvient peut-être pas, mais en préparant cette émission, j'ai surplongé un peu là-dedans. Il y a eu une émotion énorme à la mort de Mastroianni en 96, y compris en France. Ça a fait la une de tous les JT, ça a été énorme. Il avait quelque chose de particulier, Marcello. S'il n'avait eu qu'une seule chose de particulier, mais il en avait plein, c'était extraordinaire. Marcello Mastroianni, à l'écran, c'est une infinie, une gamme d'émotions, de nuances, de subtilités, c'est absolument extraordinaire. Et puis il faut quand même dire une chose, désolé pour tous les autres, c'est le plus bel homme de la Terre, je crois quand même. C'est Julie, vous confirmez ou pas? Est-ce que c'était le plus beau Julie, est-ce que c'était le plus beau mec du cinéma italien, Marcello? Oh oui. Du monde. Ne pleurez pas, Julie. Mais non, mais non, mais tout va bien. Alors, mais en plus, il était capable de tout jouer. Ouais. Alors, cinéma italien, j'ai le bouquin sous les yeux, Jean Gilly. Il y a une centaine de films que vous avez recensés. Voilà, c'est toutes les époques, évidemment. Cinéma italien, on peut résumer en 2 mots? Cinéma italien, c'est, à mon avis, le rapport à la réalité. Ça, c'est certainement l'élément le plus fort qu'il y ait dans le cinéma italien, même au travers, parfois, de la fable, au travers de la comédie, mais c'est toujours la réalité qui est en scène. Ouais. Même quand apparemment, on s'en éloigne un petit peu. Ouais. Même Don Camillo, c'est du réalisme, c'est du... Ah, c'est un très bon exemple, au contraire. Ah, c'est un excellent exemple. On est au cœur du conflit entre la démocratie chrétienne et les communistes. Donc, par la voie de l'humour, par la voie peut-être même du grotesque, par la voie de l'excès, on traite d'un sujet dont en France peut-être on n'a pas perçu toute l'actualité liée à la politique. Mais en Italie, c'était évident. Xavier Le Herpeur, vous confirmez ça? Ah mais Don Camillo, c'est l'exemple même effectivement d'un film qui, à travers la farce, le grotesque, un humour très populaire, parle de quelque chose qui est vraiment politique et vraiment sociétal. Je ne crois pas que le cinéma français ait un exemple d'audace aussi prononcé. Alors après, effectivement, le genre Don Camillo, les suites ont été moins fortes, mais vous vous rendez compte, le combat entre un curé et un maire communiste dans une Italie qui se reconstruit après-guerre, mais c'est ahurissant d'audace. Ce qu'on découvre effectivement dans votre livre, c'est que au fond,
fond, la situation économique, financière, sociale de l'Italie a considérablement influencé les réalisateurs italiens. C'est ce qui fait la force du cinéma italien, c'est son inscription dans la société, dans les problèmes économiques, dans les problèmes de mœurs. On pense encore Divorce à l'italienne. Divorce à l'italienne. Pietro Germi. Le cinéma italien a même fait évoluer les mentalités. D'une certaine façon, on dit que le cinéma ça sert à rien. Si, dans certains cas, ça peut servir à quelque chose. Et il n'y a pas de doute que le combat des cinéastes italiens au cours de ces dernières années à l'égard de Berlusconi, on pense en priorité au Caïman de Moretti, mais pas seulement, a joué dans cette désaffection de l'électorat à l'égard du Premier ministre. Et c'est ça qui plaît au public français ? Vous croyez? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est ce côté, voilà, cet amour de l'Italie en particulier que... Je crois que c'est un des éléments. Je crois que le public français reste très attaché au grand cinéma italien des années 60-70. C'est quoi? C'est Fellini? C'est Fellini, c'est Antonioni, c'est les comédies italiennes, c'est les westerns de Sergio Leone. Donc tout ça reste très fort dans l'imaginaire collectif. Et aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on essaie de retrouver dans le cinéma italien, qui heureusement depuis quelques années a retrouvé des couleurs, on l'a vu à Cannes, c'est ce que le public retrouve, y compris, à mon avis, les jeunes. Et on voit d'ailleurs l'intérêt à l'égard du cinéma italien dans le fait qu'il y a une édition de DVD en matière de cinéma italien qui est considérable. Alors, dans quelques instants, on va se retrouver sur Europe 1 et on va, je l'espère, vous faire plaisir, vous qui nous écoutez ce matin, parce que le cinéma italien, c'est quand même aussi la musique. Hein. Donc on va réécouter ça dans un instant. À tout de suite. Europe 1, 9h21. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. La musique de Nino Rota, ça c'est la Dolce Vita bien sûr de Fellini. Pourquoi la musique est-elle si importante dans le cinéma italien? Jean Gilly, vous qui publiez aux éditions de La Martinière le cinéma italien. Elle est très importante parce que le mélodrame, le drame musical fait partie profondément de la culture italienne. L'opéra est un art populaire au XIXe siècle, il le reste encore par certains aspects au XXe. Et donc le cinéma a été l'héritier, a transporté avec lui ce goût de la musique qu'ont les Italiens, le goût de la chanson. D'ailleurs, il y a beaucoup de comédies populaires dont la bande-son est composée de chansons qui servent un peu comme des marqueurs d'époque, des marqueurs de sensibilité. Donc la musique, quand on a Nino Rota ou Ennio Morricone ou Armando Trovajoli dans ses réserves, on ne peut que les utiliser et ça marque souvent les souvenirs que l'on a d'un film, c'est la musique qui les accompagne. Rota, évidemment, le meilleur exemple. Ça joue beaucoup, effectivement, cette nostalgie lorsqu'on évoque le cinéma italien, il y a un peu de ça, même si on va en parler dans un instant, le cinéma italien s'est renouvelé, reste toujours aussi présent, notamment au Festival de Cannes, qui a toujours soutenu le cinéma italien. La musique, Xavier Le Herper, vous qui êtes journaliste cinéma, je le rappelle. Alors, c'est une généralité qui effectivement aurait peut-être valeur pour d'autres pays, mais c'est vrai que dans le cinéma italien, la musique, elle est narrative, mais elle n'est pas illustrative. C'est-à-dire qu'elle ne va pas surenchérir sur ce qu'on voit à l'écran, par exemple, elle ne va pas insister, elle a une narration, elle a une propre musicalité, une propre histoire à raconter, et c'est pour ça que les thèmes de Morricone, par exemple, ou les thèmes de Nino Rota, on les a encore en tête, parce qu'ils accompagnent le film, sa sensualité, sa violence, sa force. Vous trouvez que ça n'insiste pas? Bah, non, je trouve que ça, bizarrement par rapport à ce qui est à l'écran, qui est un long plan séquence, un grand scope et tout ça, ça n'insiste pas. Ça donne un relief, ça donne une autre émotion, mais je trouve que c'est pas de la musique illustrative. Je suis désolé, Bruce. Ça participe du style du film. Alors, à propos des comédies italiennes, est-ce que vous la connaissez forcément, évidemment, vous, Jean Gilly, cette phrase de Dino Risi, le célèbre cinéaste, qu'il disait « Pourquoi s'obstiner à dire comédie à l'italienne? Les comédies faites en Amérique ne sont pas appelées à l'américaine. » Il avait profondément raison, parce que quand on a commencé à parler de comédie à l'italienne, c'était vaguement péjoratif. Ouais. On insistait sur le côté grotesque, sur le côté farceur, sur le côté excessif, donc à l'italienne. D'ailleurs, moi j'avais fait il y a quelques 20 ans un livre sur le sujet que j'avais appelé la comédie italienne et pas à l'italienne, justement pour éviter en quelque sorte cette redondance bien inutile. Quoi. Alors on a annoncé sa mort combien de fois au cinéma italien, Xavier Le Herper? 100 fois à peu près? Oui, ça c'est le marronnier. 100 fois, tous les 5 ans, le cinéma italien est mort et ça nous donne l'occasion d'avoir un deuxième marronnier tous les 101 ans ou tous les 6 ans. C'est-à-dire l'année suivante, il renaît de ses cendres. Attendez, il faut quand même dire que Berlusconi a essayé de le tuer réellement plusieurs fois. Ah bah oui,
coupant les aides. Absolument. Au Je veux dire, il y a eu cinéma une italien. période, mais comme Thatcher avait fait par exemple pour le cinéma anglais, Ah oui. que Berlusconi a suivi le même exemple, il a coupé simplement les réservoirs. Et c'est tout bête, effectivement, les cinéastes, quand ils n'ont pas de moyens pour faire leur film, sont obligés d'aller à la retraite ou de faire du théâtre. Mais néanmoins, il y a 2-3 ans, une loi a été votée justement pour relancer le mode de production, la façon de produire les films en Italie. Et la preuve en est, c'est que depuis 2-3 ans, on voit des films audacieux, inventifs, des cinéastes confirmés qui reviennent au cinéma ou des jeunes cinéastes qui arrivent. Donc là, franchement, sans se couvrir de ridicule, oui, le cinéma italien renaît de ses cendres. Jean Et Gillis, j'ai pas un mot à ajouter à cela, c'est exactement les conditions. En plus, on a parfois le sentiment qu'en période de crise, l'imagination reprend de la force. Quand il faut absolument... à la crise, c'est bon pour le cinéma. Ah bien sûr. La crise a parfois, on le voit en Italie au cours de ces dernières années, on n'a jamais vu autant de premiers films faits souvent avec des budgets très modestes que par rapport aux années, par exemple dans les années 90 où il y avait des aides plus importantes, les films étaient médiocres, ils avaient été frappés de nombrilisme. Je trouve que le regard aujourd'hui du cinéma italien, et d'ailleurs on a vu l'augmentation très conséquente du nombre de films qu'on voit en France. Sur l'année 2011, on aura vu 20 films italiens, ce qui est considérable par rapport au passé, quoi. Et ça, finalement, ça paraît surprenant par rapport à cette condition générale de crise. Voilà une jolie idée de cadeau de Noël, et puis sinon une idée de cadeau tout court pour les fans de cinéma. Le cinéma italien aux éditions de La Martinière, c'est signé Jean Gillis, préface d'Ettore Scola. Merci beaucoup, merci à Xavier Le Herpin d'être venu nous voir ce matin également. Je rappelle que vous êtes chroniqueur sur Canal+.